On va parler avec vous des élections municipales qui avaient lieu hier en France. C'était en tout cas le premier tour. Le second tour aura lieu dimanche prochain. Et on va essayer de commencer à tirer les premiers enseignements. Bienvenue en tout cas dans la matinale de Midi 1 TV pour essayer de nous apporter votre éclairage sur la situation qu'on a vue et connue hier, en tout cas dans toute la France, puisque ce qu'il en ressort, c'est finalement une certaine percée de la part des extrêmes, c'est-à-dire l'extrême droite d'un côté et l'extrême gauche de l'autre. Nous sommes à 13 mois de l'élection présidentielle en France. Comment est-ce qu'il faut l'interpréter selon vous ? Est-ce que ça va donner le là de ce que sera la campagne et peut-être le résultat de la prochaine présidentielle ? Bonjour et merci pour votre invitation. En effet, la soirée électorale d'hier, elle a donné plusieurs enseignements. Le premier, en effet, c'est que les partis situés aux extrémités des deux blocs, et à gauche et à droite, confirment leur bonne forme du moment. Le Rassemblement national a conservé ses grosses mairies. On a gagné 26 hier dès le premier tour. La France insoumise fait un très bon score, notamment dans les grandes villes. On peut aussi mentionner, dans un premier temps, que l'abstention a été plus haute que prévu, hormis le scrutin de 2020 qui s'est déroulé pendant la période du Covid et qui avait été boudé par les Français. C'est la plus faible participation depuis la Ve République dans les années 50. Donc, il y a des premiers enseignements à tirer de cette première soirée électorale. Le deuxième tour, dimanche prochain, nous donnera donc des résultats définitifs qui pourront nous proposer une lecture un petit peu plus précise de ce qui nous attend pour la présidentielle 2027, puisque les observateurs politiques ici s'accordent à dire qu'il y a un parfum d'avant-premier tour de l'élection présidentielle avec ces élections municipales. Oui. Au regard de donc ces résultats et au regard aussi de la mise en retrait du président de la République française, Emmanuel Macron, vis-à-vis de ce scrutin, on ne l'a pas vu du tout sur les affiches électorales, parce qu'il n'est plus vraiment bankable, on dirait. S'afficher avec lui n'est plus possible, en tout cas, tellement il s'est attiré les foudres des Français. Qu'est-ce que ça augure, selon vous, du prochain scrutin présidentiel ? Vous avez raison. Il est vrai que et l'image d'Emmanuel Macron et l'image de son parti Renaissance sont un petit peu démonétisées depuis quelques mois, et la valse des premiers ministres depuis sa réélection en 2022. Il s'est mis totalement en retrait de cette campagne pour les municipales. Il a passé la consigne à ses ministres de ne pas commenter ni les résultats du premier tour, ni d'apparaître dans les médias au moment de l'entre-deux tours, donc qui a commencé dès hier 21h et qui se poursuivra jusqu'à dimanche. Alors, Emmanuel Macron ne sera pas en mesure de se représenter à l'élection présidentielle en 2027. En revanche, la bataille pour sa succession a déjà commencé. Édouard Philippe a fait un très bon score hier dans sa ville du Havre, dont il est le maire sortant. On lui prédisait une concurrence assez féroce de la liste d'union de la gauche, qui finalement est reléguée derrière lui à plus de 11 points. Autour du centre droit et des prétendants à la succession d'Emmanuel Macron, la compétition reste ouverte et ça ne sera que dimanche prochain, après les résultats du second tour, qu'on pourra avoir une vision un petit peu plus précise sur ce qui attend la candidature ou les candidatures du centre droit pour la prochaine élection présidentielle. Oui. Alors, les différents candidats ont jusqu'à demain minuit, mardi minuit, pour présenter leur nouvelle liste en vue du deuxième tour, le second tour qui aura lieu dimanche prochain. En attendant, évidemment, des tractations ont commencé. Et ce qui apparaît le plus saillant, c'est les tractations qui ont lieu entre la droite et l'extrême droite. Ça va être le cas à Paris, ça va être le cas dans d'autres villes. Je pense à Marseille particulièrement, où l'extrême droite est arrivée en deuxième position derrière le maire sortant. Ils sont même au coude à coude. Donc là aussi, la droite et l'extrême droite pourraient nouer une alliance assez inédite et qui pourrait avoir aussi des conséquences sur la prochaine présidentielle.
Absolument. Alors pour préciser pour nos téléspectateurs, en effet, jusqu'à demain soir, donc c'est même demain à 18 h, ce qui laisse une marge de manœuvre encore plus réduite. Des listes qui sont arrivées avec un score au-dessus de 5% ont la possibilité de fusionner. C'est-à-dire que elles ont la possibilité, selon les négociations entre ces listes, de se partager les positions. Les élections municipales, c'est un scrutin de liste. Donc vous avez la tête de liste qui deviendra le maire ou la maire de la ville. En revanche, vous avez, selon la taille des villes, des listes d'une quinzaine, vingtaine, cinquantaine de places. Et à l'issue du premier tour, vous avez la possibilité de fusionner des listes qui se présentent pour le second tour. Vous avez mentionné le cas de villes où, évidemment, les négociations vont être âpres, et notamment entre la droite et l'extrême droite. Il semblerait qu'il y ait quand même ce qu'on appelle un cordon sanitaire qui se maintienne entre les listes de droite traditionnelles et les listes d'extrême droite, notamment celles du Rassemblement national. Vous avez parlé de Marseille. Le score de la droite républicaine, comme dans de nombreuses grandes villes françaises, est très bas. Martine Vassal, la candidate de la droite, ne rassemble à peine plus de 12%. Il est très peu probable qu'elle se désiste sans aucune négociation ou sans aucune concession pour la liste du Rassemblement national, arrivée juste derrière la liste de Benoît Payen, maire actuel de Marseille, et d'un rassemblement de gauche. Il va falloir scruter ça. À Paris, il est très peu probable, et d'ailleurs Rachida Dati, par l'intermédiaire de son numéro 2, a indiqué qu'elle ne mènerait pas de négociation directe avec Sarah Knafo, qui est la candidate d'extrême droite, arrivée en quatrième position et qui est en mesure de se maintenir au second tour. Je rappelle aussi aux téléspectateurs, vous avez la possibilité de vous maintenir au second tour à partir de 10%. Donc c'est pour ça qu'il y a dans certaines villes 4, 5, voire même 6 listes qui sont qualifiées pour le second tour parce qu'elles ont atteint 10%. Il est très rare, cependant, que toutes ces listes, même si elles atteignent 10%, se maintiennent pour le second tour. Et c'est dans ces cas de figure qu'on a souvent, après des négociations, des fusions de listes pour arriver à 2, 3, 4 listes présentes au second tour, grand maximum. Samy Chbari, je rappelle que vous êtes conseiller en communication politique et c'est de ça dont on va parler, si vous le voulez bien, maintenant, parce que en France, les soirées électorales, il y a pour habitude non seulement d'égrener les différents résultats ou les estimations les unes après les autres, mais aussi d'organiser des débats politiques ce soir-là pour que les représentants des différents partis commencent à tirer les premiers enseignements des chiffres qu'ils découvrent au fur et à mesure. Ce qu'on a vu hier soir sur les plateaux de télévision française, ce sont des personnalités politiques qui sont venues uniquement s'écharper, où les noms d'oiseaux ont fusé. Qu'est-ce que ça nous dit aussi de la démocratie française? Est-ce que la construction politique est terminée? Alors, écoutez, malheureusement, ce que vous décrivez sur les plateaux de télévision, sur les séquences post-électorales et les soirées d'élection, c'est quelque chose que l'on voit depuis plusieurs années maintenant, et c'est aussi quelque chose qui explique l'abstention inattendue et bien plus forte qu'anticipée qui a eu lieu hier. On est sur une participation de 56% environ, donc une abstention de 44% pour un scrutin qui normalement est apprécié des Français. Les maires restent les personnalités politiques préférées des Français, celles qui avaient été le moins touchées par la crise de confiance des Français et des Françaises vis-à-vis de leurs représentants politiques. Force est de constater que cette fatigue démocratique a aussi touché l'échelon local, et en effet, les enseignements à tirer en termes de posture, c'est que la grande fragmentation du paysage politique français à l'échelle nationale a aussi eu des impacts sur la vie locale, et je pense que c'est une première lecture à faire de ce scrutin, en tout cas de premier tour, même si évidemment les résultats définitifs seront connus la semaine prochaine. Vous parliez de communication politique, moi je parlais à l'instant de posture. C'est vrai que les résultats de ce premier tour des élections municipales vont évidemment créer une dynamique pour les partis
politiques et pour les personnalités politiques qui ont l'intention de briguer des candidatures pour l'élection 2027. On a entendu évidemment les prises de parole des principaux dirigeants des partis français, avec évidemment du côté de LFI comme du Rassemblement national, des visages plutôt souriants, satisfaits, puisque les scores sont à minima à la hauteur des attentes et même au-delà pour le cas de la France insoumise. De l'autre côté du paysage politique, la droite républicaine, les LR semblent patiner et confirmer leur petite forme de ces dernières élections, de même que le PS qui, malgré quelques succès relatifs, se retrouve en difficulté, notamment dans les villes qu'il dirigeait. C'est une élection qui leur est toujours favorable. Force est de constater qu'ils sont aussi débordés dans de nombreuses villes par leur gauche, notamment à Toulouse, qui justement, avant le début de l'émission, il y a eu un premier accord de fusion entre la liste de la France insoumise, arrivée devant la liste du Parti socialiste et des écologistes à Toulouse, qui était une ville qui était très scrutée. On parle de ces villes symboles qui donnent des premières tendances pour les élections suivantes. Et peut-être qu'on aura le temps dans les prochaines minutes de parler des accords nationaux, hein, des accords qui peuvent être menés entre les partis à l'échelle nationale et qui ne sont pas toujours suivis à l'échelle locale, là où ce sont les militants et les listes entre elles qui décident de suivre ou non les consignes du national. Alors justement, sur les plateaux de télévision hier soir, de nombreux représentants des partis politiques justement parlaient d'éviter les magouilles, d'éviter les signatures sur un coin de table à l'abri des regards et tout ça au détriment des électeurs, mais en même temps ils vont le faire eux-mêmes pour pouvoir avoir la possibilité d'être représentés dans les mairies où ils ont des candidats. Est-ce que finalement cette forme de tromperie, et je mets des guillemets, hein, cette forme de tromperie vis-à-vis des électeurs, est-ce que c'est pas ça qui altère aussi la démocratie ? Bien entendu, c'est une dimension à prendre en compte. Il y a eu depuis des décennies une tendance des partis à l'échelle nationale de penser que les électeurs qui ont voté pour une liste au premier tour suivront les consignes de ce candidat pour le deuxième en cas de fusion ou en cas de désistement. Parce qu'il y a aussi des listes qui se désistent sans aucune négociation au profit généralement des listes de leur camp. Je prends un exemple, par exemple pour les cas de Paris et de Marseille, il reste probable que les listes de la France insoumise se désistent au profit des listes PS et écologistes arrivées en tête, sans forcément rentrer dans des négociations ou des fusions de listes. Il y a ce sentiment toujours présent à l'échelle nationale dans les partis que les électeurs suivent les consignes des partis sans sourciller. Force est de constater que ce n'est pas toujours le cas et que c'est de moins en moins le cas. Vous parliez de manœuvres d'appareil ou de magouille, comme on peut l'appeler dans le langage courant. En effet, les Français sont fatigués de certaines pratiques qui subsistent dans la vie politique française et surtout pour les élections locales. Oui, mais alors revanche, justement, Sami Choubali, je me permets de vous interrompre parce que ici même, hein, on parle beaucoup de ce que font les partis politiques, de leurs éventuelles alliances, d'un second tour, de test ou pas test pour la future présidentielle, mais c'est ce qui s'est passé en France avec pratiquement, en tout cas pas grand-chose sur les programmes des différentes listes et les préoccupations des Français, surtout que pour les municipales, pour les élections municipales, ce sont des élus de proximité. Les solutions aux problèmes des Français sont très très peu abordées finalement, on pense plus aux partis et aux élections qu'à autre chose. Alors, il faut quand même préciser que pour le cas des élections locales, les différences entre les programmes politiques sont moindres, tout simplement parce que les compétences des maires, les secteurs de l'activité et de la vie politique sur lesquels ils ont une influence et des responsabilités est plus réduit qu'à l'échelle nationale. Par exemple, les maires n'ont pas de compétences en matière d'immigration ou d'écologie, qui sont les grands thèmes de la vie politique nationale. Les maires n'ont pas la possibilité d'avoir une action là-dessus. Donc, quand on compare à l'échelle locale les programmes politiques, et notamment au sein des mêmes blocs, à gauche ou à droite, les différences et les divergences
sont rarement fortes, hein. Les programmes sont rarement éloignés. En revanche, il serait naïf de penser que les électeurs ne gardent pas en tête les dynamiques nationales et les idées des partis politiques à l'échelle nationale dans une élection locale. Évidemment que c'est un tour de chauffe pour l'élection présidentielle et que les électeurs l'ont en tête. C'est au deuxième tour, à la fin du deuxième tour dimanche prochain, qu'on verra si il y a des partis qui pourront se prévaloir d'avoir une dynamique forte et d'avoir le vent dans le dos. Eh bien, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Samy Chouberi, d'avoir été l'invité de la matinale de Merci à vous. Média TV. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication politique et influence. Merci encore et très belle journée à vous.